Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons parler de peinture, et plus particulièrement de la peinture moderne et contemporaine qui aura marqué la fin du 19e siècle et le début du 20e. Alors le 19e siècle est un siècle qui connaît beaucoup d'innovations techniques, scientifiques, culturelles, qui vont profondément modifier le rapport de l'homme au monde. C'est d'abord l'invention de la photographie par Nicéphore Niepce en 1826. Photographie qui va être après améliorée par Louis Daguerre avec son daguerréotype et qui va permettre une représentation du réel très fidèle, ce qui va arracher la peinture à sa fonction première qui était de représenter le réel. Il va y avoir aussi la découverte de la psychanalyse par Freud, de l'inconscient, des découvertes scientifiques, touchant l'infiniment petit et l'infiniment grand. Je pense à Einstein et sa théorie de la relativité. Et la découverte aussi des arts premiers, qui vont modifier la perception que l'artiste pouvait avoir du monde. Alors il y a trois courants principaux qui vont se dégager à la fin du 19e et au début du 20e. J'en ai choisi trois, il y en a beaucoup plus évidemment. Mais il me semble que ces trois illustrent bien la mutation en fait de la peinture classique, ce que j'appelle la peinture moderne, puis après contemporaine. C'est d'abord l'impressionnisme, qui va plutôt s'attacher à jouer sur les lumières, la luminosité. Le fauvisme, lui, va s'intéresser aux couleurs. Il va réintégrer la couleur dans l'œuvre picturale. Et enfin le cubisme, Picasso, qui lui va plutôt jouer sur les formes. Et évidemment, ces trois courants vont rompre avec l'art classique, plutôt figuratif, qui était la fonction première de l'art. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, il y avait même un courant réaliste qui s'était développé, et dont la figure la plus importante était Gustave Courbet. Il y a certains courants artistiques aussi à la fin du XIXe siècle, comme les incohérents ou les hydropathes, qui sont menés par Jules Lévy, mais aussi Alphonse Allais, qui vont remettre en cause carrément la catégorie œuvre d'art. Et remettre en cause les critères du beau. L'œuvre d'art est pour eux relative, puisque elle n'a pas de qualité intrinsèque propre à la limite, et elle dépend du regard du spectateur. Ou elle dépend en fait de l'intention de l'artiste. Suivant la devise de Max Stirner, cet objet est une œuvre d'art car je le veux. Donc on va voir quelques exemples de tableaux qui incarnent les courants dont nous avons parlé. L'impressionnisme, Impression Soleil levant de Monet, Claude Monet 1872. Alors c'est pas la première œuvre impressionniste, mais en tout cas c'est celle qui a donné le nom au courant impressionnisme. C'est un critique d'art en fait qui, pour se moquer de Monet, avait écrit un article dans une revue d'art en parlant notamment d'impressionnisme. Alors dans ce tableau, on peut voir les caractéristiques de ce mouvement, décor naturel et luminosité variable. Les impressionnistes aimaient beaucoup les couchers de soleil ou les levées de soleil, puisque évidemment c'est la période où la luminosité est subtile. Ici nous sommes devant une œuvre fauviste, Paysage à l'Estaque de Georges Braque. Donc là on revoit l'introduction de couleurs très vives dans l'œuvre picturale. C'est le retour de la couleur. Alors j'ai choisi ce tableau parce qu'en fait, ma grand-mère maternelle était de l'Estaque, elle a habité 70 ans ce quartier, donc ça me rappelle toujours
quelques souvenirs. Et enfin, le cubisme, les Demoiselles d'Avignon de Picasso, 1907, c'est, pour les théoriciens de l'art, ou les historiens de l'art, le premier tableau cubiste de l'histoire. Et donc, on a ici Picasso qui va jouer avec les formes des individus. On peut remarquer que dans ces trois tableaux, on est quand même dans une logique figurative. C'est-à-dire que même si on joue sur les lumières, la couleur et les formes, les peintres représentent quelque chose. Pour Monet, un port, le port du Havre en l'occurrence, pour Braque, les montagnes de l'Estaque, et pour Picasso, un groupe de femmes. On est toujours quand même dans la logique figurative, même si on s'aperçoit que les contours se dissolvent un peu. L'objet devient moins clair, moins réel, et on va jouer sur d'autres caractéristiques en fait que la pure représentation du réel. Donc Kandinsky et l'art abstrait. Alors, au début du XXe siècle, on va aller encore plus loin dans la dissolution des objets, et on commence par Kandinsky. Alors Kandinsky, lui, c'est un peintre russe, qui est passé un peu par tous les styles, c'est un homme de son temps, c'est un théoricien, donc il a beaucoup réfléchi en fait sur ce qu'était l'œuvre d'art. Et lui, ce qu'il a marqué, en fait, c'est les découvertes sur l'infiniment petit, notamment la découverte des électrons, qui va ébranler, en fait, sa perception de la réalité. D'une certaine manière, si ce qu'on voit n'est pas ce que l'on voit, pourquoi représenter ce que l'on voit? Donc, pour Kandinsky, très rapidement, la représentation du réel est totalement vaine dans l'art pictural, et la peinture doit surtout traduire la spiritualité et l'intériorité de l'artiste. À la limite, c'est l'expression, l'œuvre d'art est l'expression d'une pure subjectivité. Alors, on considère que Kandinsky a peint la première œuvre dite abstraite en 1910. Là, je vous ai montré notre tableau de 1913, carré et cercle concentrique. Donc on voit très bien, par rapport à l'impressionnisme, au fauvisme et au cubisme, qu'ici, on n'est plus du tout dans la logique figurative. Duchamp et les ready-made. Alors Duchamp, lui, ben, c'est pareil, hein, c'est un produit de son époque, hein, puisqu'il est né au XIXe siècle. Alors, Duchamp, lui, il est devenu célèbre aux USA avec son nu descendant un escalier, qu'il avait essayé de présenter à New York en 1912. Ce nu avait fait scandale, et donc il avait fait le buzz, comme on dit, et il avait attiré l'œil de certains collectionneurs, dont les époux Arensberg. Il faut savoir que dans le milieu de l'art, en fait, les mécènes, les collectionneurs et les marchands d'art sont très importants, voire décisifs, pour la carrière d'un artiste. Alors en 1914, il achète un porte-bouteille à Paris, qu'il signa et qui fut considéré comme le premier ready-made de l'histoire. Ce porte-bouteille, d'ailleurs, a été nommé la Madone de la salle de bain. Et Duchamp va un peu scandaliser tout le monde, hein, puisqu'il va considérer que l'œuvre d'art est... tout objet peut devenir une œuvre d'art. C'est tout simplement le regard du spectateur qui compte, et non pas la production de l'artiste. Là, on retombe en fait sur les incohérents et les hydropathes à la fin du XIXe siècle. On est un peu dans la logique d'un Jules Lévy qui exposait des dessins par des gens qui ne savaient pas dessiner. Pour Duchamp, l'œuvre d'art, en fait, elle est dans le regard, en fait, de l'autre. Et non, elle n'est pas dans la production et le savoir-faire d'un artiste, hein, qui va créer quelque chose. Tout objet est une œuvre d'art en puissance. Il suffit de changer le contexte, en fait. Hein. C'est une question de contexte
pour apercevoir dans un objet même courant sa puissance esthétique. Alors là, évidemment, on est dans une remise en cause totale des critères du beau, et on fait table rase, en fait, de ce qu'est la catégorie œuvre d'art. En fait, la devise du Duchampienne peut se résumer à « ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». C'est un changement de paradigme. Hein. C'est pas les artistes qui comptent, ce sont les spectateurs. On peut dire que en fait, le pop art va reprendre un peu la pensée du Duchampienne plus tard avec les Warhol, les Rauschenberg, en partie. Hein. Alors ici, on voit, c'est un urinoir en fait qui a été rebaptisé Fontaine et signé Hermut en 1917. Il y a un petit peu de la provocation évidemment chez Duchamp. Et Michel Onfray dans Décadence dit que Duchamp en fait a longtemps hésité entre une carrière de peintre et d'humoriste, et qu'en fait il n'a pas tranché. C'est un moyen assez marrant de voir Duchamp en fait. Hein. Globalement, c'est un farceur Duchamp. Hein. Il a gardé le côté farceur des incohérents de la fin du XIXe siècle. On va finir par Malevitch, Kazimir Malevitch, 1878-1935. C'est un Russe. Alors lui, il a une formation de dessinateur industriel. Un peu comme tous les autres, il va goûter à tous les styles. Et il va, en 1915, exposer à Pétrograd, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, des œuvres dites suprématistes, dont le carré noir sur fond blanc, qui est ici. Alors moi, à la limite, je préfère carré blanc sur fond blanc, qui est peut-être le premier monochrome de l'histoire de la peinture. Mais bon, sur une feuille blanche, j'ai préféré vous montrer carré noir sur fond blanc. Alors là, on est un peu dans la même logique que Kandinsky, on est dans la dissolution totale de l'objet, et la fin de la peinture figurative. Motif, ici on a une couleur, enfin deux couleurs, le blanc et le noir, et une forme géométrique. D'ailleurs, il a écrit en 1927 un livre qui s'appelait « Le suprématisme ou le monde sans objet ». On est véritablement au point final de tout le processus qui a commencé à dissoudre l'objet dans les arts picturaux. Si on refait un peu l'histoire de la peinture, on part en fait d'une peinture à la Renaissance vers le XIVe et XVe siècle où l'objet est un objet d'abord religieux, et puis on va avoir une sécularisation du réel avec la reproduction d'objets en fait du quotidien, plus du tout religieux. Et là, bon, on est même allé jusqu'à la nature morte. Je crois qu'une des premières natures mortes, c'est la corbeille de fruits du Caravage. Et là, on arrive au processus final en fait de la dissolution totale de l'objet dans la couleur et la forme, avec ce carré noir sur fond blanc. Il faut savoir que Malevitch était resté en URSS et qu'il fut arrêté dans les années 30, torturé, et il mourut en 1935. Ses œuvres furent mises en index par Staline et furent redécouvertes dans les années 70. Voilà, je vous remercie, bonne journée et à bientôt.